Madame, Monsieur, l'appel au don de TV Liberté marque le pas, dangereusement. Des téléspectateurs nous disent que cela est dû à la déception, voire à une certaine désillusion après le score des candidats patriotes aux élections. Alors, mettons les choses au clair. TV Liberté ne mène pas la bataille politique, encore moins politicienne, mais la bataille culturelle. Celle-ci s'appuie sur l'audience. Et grâce à un total de 800 000 abonnés sur les plateformes et les réseaux sociaux, grâce aux presque 5 millions de vues mensuelles de nos programmes, la mission est réussie. TV Liberté mène aussi la bataille de l'influence, avec le combat pour une vraie presse indépendante. Le retour du pluralisme des opinions, la libre confrontation des idées est un pied de nez immense à la pensée unique. Là aussi, la mission est réussie. TV Liberté mène enfin la bataille de l'avenir, en améliorant constamment un outil audiovisuel unique, en formant des journalistes et des techniciens qui ne sont pas des petits soldats, des sycophantes du pouvoir de gauche. Et là aussi, le travail est réussi. Et nous pouvons être fiers, tous ensemble, du travail accompli depuis plus de 8 ans. Mais la tâche et les défis qui s'annoncent pour les 5 prochaines années, puisqu'il s'agit bien de cela, des 5 prochaines années, ces défis sont immenses. Une chose est sûre, nous sommes prêts à les relever. Et vous, êtes-vous d'accord pour nous épauler, nous porter, nous soutenir, nous rendre plus forts et encore plus solides? Si c'est le cas, si c'est oui, aidez-nous à effacer nos inquiétudes. Bienvenue sur Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté, en ce dimanche 19 juin, deuxième dimanche après la Pentecôte. 3 séquences. Tout d'abord, une rencontre avec monsieur l'abbé Claude Barthes à l'occasion de la décision du Saint-Siège d'intervenir à Monseigneur Ray de procéder aux ordinations sacerdotales et diaconales qui étaient prévues dans son diocèse à la fin du mois de juin. Ensuite, nous rencontrerons Patrick Banken, président d'Una Voce France, qui a pour projet de numériser la revue d'Una Voce. Et enfin, aura lieu le 23 juillet prochain à 15h en l'église de Persac dans la Vienne, la bénédiction et la pose d'un calvaire. Nous rencontrerons les organisateurs de cet événement. Le 2 juin dernier, Monseigneur Ray, évêque de Fréjus-Toulon, a annoncé par un communiqué que les ordinations sacerdotales et diaconales, 4 prêtres et 6 diacres prévus le 26 juin, étaient repoussées sine die à la demande du Saint-Siège. Alors, monsieur l'abbé, cette décision est l'aboutissement de quel processus? Oui, on pourrait peut-être préciser, avant de commencer, que lorsque paraîtra notre émission, qui a été préenregistré. Il y aura peut-être des événements qui seront survenus. Oui, à l'origine, il y a eu une lettre publique d'un prêtre du diocèse, l'abbé Arnaud Adrien, qui est un ancien recteur du séminaire de la Castille, et qui adressait à Monseigneur Ray, qui est diffusé partout dans le diocèse et évidemment à Rome, et qui accusait la dérive traditionnalisante du séminaire. Il accusait Monseigneur Ray de traditionnaliser son séminaire. Donc concrètement, si vous voulez, ça portait sur le fait que c'est très mêlé. Hein. Traditionnaliser, c'est beaucoup dire. Enfin, c'est assurément très exagéré, mais très ouvert, il n'y a pas de doute, très sous mon pontificum, on va dire. Donc, il y avait notamment le fait que le préfet des études est l'abbé Dubrul,
de la communauté des missionnaires de la miséricorde de la baie de l'Oiseau, celle qui fait un très bon travail dans le centre de Toulon, qui est très intégré par ailleurs dans le diocèse, et qui a ses séminaristes à Castille, avec d'autres. Et par ailleurs, il y avait alors je ne sais pas quel rythme, il n'y a plus, mais il y avait une messe traditionnelle à laquelle pouvaient assister les séminaristes selon la ligne souvent d'équité, si vous voulez. Voilà, donc, en fait, le séminaire est plein, et c'est le séminaire de France, on peut le dire, qui est le plus important, après, ou même plus que Paris, peut-être. Et donc, je sais pas, je connais un diacre permanent qui me disait c'est le seul séminaire de France où on trouve des jeans et des soutanes en même temps, c'est formidable. Formidable, c'était pas la vie de l'abbé Adrien, ni des autres, de pas mal de prêtres du diocèse, et ni de Rome. Donc, la congrégation du clergé a décidé d'examiner l'affaire, et il a été décidé de faire une visite canonique qui a pris le nom de visite fraternelle, et qui a été confiée au métropolitain de Fréjus-Toulon, à savoir Monseigneur Aveline, aujourd'hui cardinal, et qui est par ailleurs en très bon terme avec Monseigneur Ray, même s'il ne partage pas sa ligne, et qui s'est livré à cette visite canonique, à la fin de laquelle est intervenue. Qui a eu lieu quand, cette visite? Alors, je ne saurais vous des dates précises, mais enfin, on va dire il y a un an. Et la conclusion a été donnée à Rome par Monseigneur Aveline, à la congrégation du clergé, et à ce moment-là, intervient la décision. Alors, quelles sont les raisons invoquées pour cette suspension? Alors, il faut savoir que les procédures romaines sont secrètes, couvertes par le secret pontifical, donc c'est très peu de choses. La Croix s'est inquiétée il n'y a pas longtemps à propos de cette affaire-là. Mais donc... et ça relève là pour le coup maintenant de la congrégation des évêques, enfin c'est passé le clergé s'en occupe, et les évêques, c'est-à-dire le cardinal Ouellette. Alors les raisons, semble-t-il, sont que le visiteur fraternel a noté quelques dysfonctionnements dans le fonctionnement du séminaire. Possiblement le fait que des candidats aux ordres aient fait une partie de leur cursus ailleurs. Possiblement qu'il est considéré que certains étaient acceptés sans suffisamment de discernement. Le fait est que cette affaire est absolument exceptionnelle. C'est énorme. Hein. C'est comme une amputation du pouvoir de l'évêque. L'évêque est fait pour ordonner, in fine. C'est sa grande spécificité. Et en somme, on suspend son pouvoir d'ordre. Donc, proportionnellement, il faudrait qu'il y ait des crimes qui soient commis dans le séminaire. Enfin, on ne comprend pas comment on peut suspendre. Et surtout, on atteint sa juridiction sur un point essentiel. C'est lui qui appelle les candidats au sacerdoce. Encore une fois, c'est quelque chose de gravissime. Alors, pourquoi? Cas de particulier, le diocèse de Fréjus-Toulon? Oui. C'est un diocèse dont tous les clochers ont un prêtre. C'est une grande particularité en France. Aujourd'hui, même souvent, plusieurs prêtres. Il y a des paroisses où il y a plusieurs prêtres qui s'occupent de la paroisse. C'est un diocèse très accueillant. Pour autant, il faut quand même dire qu'il reste un diocèse du sud de la France très déchristianisé. Les vocations ne sont pas du cru. Mais Jean-Marie Guénois, qui s'est ému de cette affaire dans le Figaro, et a écrit que Monseigneur Ray avait en fait eu raison trop tôt. Il applique une pastorale qui est celle de demain. Et il est en avance, trop en avance. Alors, quelle va être la suite des événements? On pourrait se demander aussi comment interpréter cette demande. Oui, comment interpréter cette demande, bien sûr. C'est que, en fait, on reproche à Monseigneur Ray des imprudences pour les vocations qu'il reçoit, pas seulement d'ailleurs pour les traditionnels, mais pour les communautés. Il faut savoir quand même que les vocations aujourd'hui, avoir la vocation au XXIe siècle, pour une vocation, j'allais normale, diocésaine, c'est être quand même en complet décalage avec une société sécularisée. Donc ce sont des vocations, une vocation est par essence sociologiquement marginale. Et elle peut facilement être elle peut devenir psychologiquement marginale. Donc, évidemment, il peut y avoir des problèmes, il y en a partout, dans tous les diocèses de France. Mais très clairement, cette affaire-là est dans la ligne de Traditionis Custodes. On reproche à Monseigneur Ray, non pas d'être traditionnaliste,
Comme le disent les journaux, il n'est nullement traditionnaliste. C'est Monseigneur Ray est d'origine charismatique de la communauté d'Emmanuel. C'est un classique, mais qui a conservé de grandes attaches avec Paris le Monial, par exemple. Mais il est ouvert aux traditionalistes, comme il est ouvert à tout ce qui bouge et qui produit du fruit. Or, il se trouve que les traditionalistes produisent un effet d'évocation vive. Et c'est ce point, on ne lui reproche pas d'être ouvert aussi au Saint-Martin, enfin, on lui reproche également d'être ouvert au Saint-Martin, aux charismatiques, etc., à l'Emmanuel, mais spécialement aux traditionalistes, parce que on supporte, comme vous le savez, que les traditionalistes soient à la marge, Saint-Pédis, ou presque à la marge, comme les communautés traditionnelles, mais qu'ils soient intégrés à la vie d'un diocèse, comme intégré à la vie des paroisses, ça c'est insupportable. Alors vous avez évoqué tout à l'heure la réaction de Jean-Marie Guénois, qui est quand même une autorité sur ces questions religieuses, qui manifeste bien l'importance de ce dossier. Y a-t-il eu d'autres réactions ? Il y a eu des réactions, oui, on peut dire des réactions très diverses, en dehors même des journaux qui sont très... dans tout le monde, on va dire, qui n'est pas progressiste en France, très, très, très ému. C'est une telle affaire. Mais même la Croix, dans un article du 7 juin, il me semble, s'est ému de cette affaire, non pas sur le fond, parce qu'ils sont contre, on va dire, la ligne Ray, cette ligne d'ouverture, hein, mais ils sont contre la forme. Ce fait que de cette décision secrète, une demande, etc., et sans aucune transparence. Or, disent-ils, ça arrive très souvent sous le pontificat de François. Et de fait, on voit la Croix, à cause de cette affaire-là, prendre ses distances avec le pontificat en train de terminer comme, on va dire, trop dictatorial. Alors on peut aussi, je l'évoquais avec un évêque hier soir, voilà, que les dicastères romains aient un problème avec Monseigneur Ray, je dirais c'est leur souci, mais prévenir 3 semaines à l'avance les familles des ordinants, c'est d'une indélicatesse extrême. Ces pauvres garçons n'y sont pour rien. Ils sont pour rien, non. Les familles ont fait des frais, on pourrait se retourner civilement pour demander des dommages d'intérêt. Le traité arrive à faire le pays, enfin, etc. Donc je plaisante, mais c'est affreux, c'est affreux. Alors, qu'est-ce qui va se passer, là ? Alors, dans l'immédiat, je ne suis pas très optimiste, parce que c'est déjà arrivé. Cette affaire-là, c'est pas la première. Hein. Le diocèse d'Albinga, son évêque son séminaire, le diocèse de San Rafael à l'Argentine, l'évêque son séminaire, plutôt le séminaire l'évêque, les San Luis à l'Argentine également. Dans tous ces cas-là, on a voulu la tête de l'évêque, qui a fini par démissionner. J'espère que Monseigneur Ray ne démissionnera pas. Ça, c'est pour l'avenir immédiat, si vous voulez. Mais certainement, d'autres mesures vont suivre, c'est clair. Pour l'avenir à moyen terme, là, je suis beaucoup plus optimiste, parce que je pense, en effet, que l'attitude de Monseigneur Ray, sa pastorale, est la pastorale de l'avenir pour l'Église. Le diocèse de Toulon est un laboratoire tel qu'il est, et tel qu'il est attaqué, est un laboratoire pour l'Église de demain. Merci beaucoup de ces éclaircissements. Et puis, ma foi, nous allons suivre le déroulé de ces tristes événements. Merci, monsieur l'abbé. Merci à vous. Merci, monsieur. Bonjour, Patrick Berken. Vous êtes président d'Una Voce France et nous sommes honorés de vous accueillir. Vous venez nous parler d'un projet bien précis de votre association, mais avant cela, quelles sont les origines et les objectifs de l'association Una Voce ? Alors, l'initiative d'Una Voce, la création d'Una Voce, revient à Georges Cerbelot-Salagnac et à sa femme, Bernadette Lécureux, qui ont eu cette idée de réagir dès 1964, alors que le Concile Vatican II n'était pas encore achevé, de réagir, et ils ont créé cette association. C'était le 19 décembre 1964, dans la crypte de Saint-Charles de Monceau, à Paris. Alors, tout de suite, un certain nombre de grandes personnalités se sont joints à ce mouvement, principalement des musiciens au départ, dont d'illustres, comme Olivier Messiaen, Monsieur Duruflé, et
Henri Sauguet, qui régna pendant 20 ans sur notre association comme président. Alors, l'association se propose, il suffit de prendre l'article 1 de ses statuts, de promouvoir la liturgie latine, le chant grégorien et l'art sacré dans le sein de l'Église catholique romaine. Donc c'est clair, hein, nous aidons les catholiques à chanter d'une seule voix, una voce, dans la langue de l'Église, qui est le latin, avec le chant propre de l'Église, qui est le chant grégorien, et en union avec les fidèles du monde entier et avec tous ceux qui nous ont bien sûr précédés. Alors, quelles sont vos activités régulières pour incarner ce beau programme ? Eh bien, nous avons déjà une revue bimestrielle. Bon, je vous ai apporté 2 exemplaires, les 2 derniers, qui est une publication reconnue comme référence en France en tout cas, dans notre domaine de prédilection que je viens de résumer. Mais il y a également des reportages, des recensions, un courrier des lecteurs, des comptes rendus de manifestations, etc. Voilà, donc cette publication ici présente, que j'ai sous mes yeux également, il suffit de débourser 35 € par an pour pouvoir être abonné. Et en général, on rajoute les 10 € traditionnels pour l'adhésion à notre association. Il y a également dans nos activités principales une émission hebdomadaire sur différents niveaux. Je l'assume surtout parce que c'est moi qui l'a fait. Aussi bien à Radio Courtoisie, nous avons d'ailleurs commencé dès la création de la radio en 1987. C'était à l'époque Yves Gir et non pas oui. Moi. Et j'ai pris la relève en l'an 2000. Cette émission hebdomadaire est également présente sur notre site unavoce.fr de différentes manières, soit avec également 1 heure on va dire, de musique grégorienne avec des commentaires. Et nous avons également mis en place, il y a déjà maintenant 4 ou 5 ans, je crois, une possibilité pour les choristes d'accéder directement à notre site avec simplement les 5 pièces du propre de la messe qui sera chantée le dimanche suivant. Et donc, dès le lundi matin, ils ont la possibilité de répéter de cette façon. Donc c'est surtout une aide, on va dire, technique pour les choristes. Tout cela, à préciser également important, c'est que c'est gratis pro deo. Alors, j'écoute régulièrement votre émission le dimanche matin. C'est à partir de quelle heure ? Alors, quand c'est sur le site d'Unavoce, là, il n'y a bien sûr pas d'heure. Et vous pouvez également, si vous désirez, vous inscrire par Internet, par notre site, et avoir tous les lundis matins sur votre boîte mail l'émission et pouvoir l'écouter. Et sur Radio Courtoisie, sur Radio à quelle heure ? Courtoisie, c'est le vendredi soir à 23h et le dimanche matin à 7h et 14h. Si mes souvenirs sont bons, parce que je ne l'écoute pas toujours également. Alors, voilà pour les émissions radio. Alors, le monde traditionnel est très sensible au motu proprio Traditionis Custodes du mois de juillet dernier. Comment votre association a-t-elle reçu ce document ? Alors, ce Traditionis Custodes, bien mal nommé, puisque, comme chacun sait, il veut dire les gardiens de la tradition. Vous savez que c'est une lettre apostolique en forme de motu proprio qui a remis complètement en question ce que le pape Benoît XVI avait fait en 2007. Bon, nous n'avons pu être que touchés, troublés, voire bouleversés par ce document papal, surtout que la majorité de nos adhérents font partie de cette mouvance, comme on dit maintenant, traditionnaliste. Et bien sûr, nous avons pu surtout constater combien étaient injustes les critiques qui nous étaient adressées. D'ailleurs, il me revient à l'instant même en mémoire
cette déclaration, cette réaction du don Louis-Marie du Barou, qui, quand ce motu proprio apparu, a tout de suite dit ce document est violent, ce document nous agresse, et il disait c'est comme si l'on apprenait la mort de son conjoint par la presse. Donc c'était assez fort, et nous n'avons pu que partager son indignation. Alors, pour Una Voce, c'est un peu un retour 60 ans en arrière, quand nous avons créé cette association, enfin mes prédécesseurs, et nous avons la même réaction, c'est-à-dire le combat. Nous essayons de lutter au maximum. Quand je dis combat, il s'agit de le mener de façon pacifique, mais il n'empêche qu'il est quand même là et que nous allons tout faire pour résister, surtout dans le cadre de la Fédération internationale, dont je voudrais dire juste quelques mots. Nous avons quand même 44 pays qui sont associés à cette Fédération internationale. Le président est actuellement Joseph Shaw, un bon ami, qui est président également de la Latin Mass Society, et qui également lutte, lui, dans ce sens, autant qu'il est possible. Donc cette fédération internationale est importante pour nous. D'ailleurs, nous sommes écuméniques dans le bon sens du terme, car nous avons aussi bien des Ukrainiens que des Russes, ou des Taïwanais et des Chinois communistes. Vous voyez, donc c'est vraiment, et puis bien sûr d'autres pays que je ne pourrais pas nommer maintenant. Alors voilà, donc ça faisait partie également des activités d'Una Voce, je reviens un petit peu en arrière, ainsi que deux réseaux sociaux, Facebook et Twitter, qui nous permettent de toucher à la fois des jeunes et puis peut-être de coller un peu plus à l'actualité que notre revue qui ne paraît que tous les 2 mois. Alors, vous venez nous parler d'un projet bien précis. Quel est-il ? Alors, le projet que nous menons, cette revue paraît depuis 1965, pour être précis, parce que 64 c'était la fin de l'année, et nous aimerions la numériser, de façon à ce qu'il soit possible à tout moment de récupérer un article, un thème, alors que actuellement moi-même, quand j'ai besoin pour les articles que j'écris dans la revue, je suis obligé d'aller à la pêche à la ligne en quelque sorte, et là ça nous permettrait véritablement, avec une numérisation, d'avoir quelque chose qui soit réellement, sur le plan technique, parfaitement au point, et avec une indexation, obtenir immédiatement l'article, le thème que nous voulons traiter. Alors ça demande de l'argent, on l'a estimé à 10 000 €. Nous avons lancé un projet avec l'aide de Credo Funding, que certains des téléspectateurs doivent connaître, qui est une association catholique et qui réussit à récupérer de l'argent pour des grands thèmes qui nous sont chers. Et celui-ci, nous aimerions vraiment le mener à bien, car c'est assez capital pour nous de pouvoir ne pas laisser à l'abandon cette banque de données qui est absolument colossale, vraiment. Et avec des articles d'Olivier Messiaen, comme je le disais tout à l'heure, ou de Maurice Duruflé, ça serait bien dommage de laisser tout cela, et là, nous ne pouvons pas vraiment en profiter. Et donc, une fois que ça sera fait, nous aurons, là, en revanche, ça ne sera pas gratuit, nous envisageons tout de même une petite contribution pour pouvoir amortir tous les frais qui auront été engagés. Alors voilà. Alors concrètement, comment on fait ? On veut vous aider, comment on fait ? Alors, comment on fait ? Sur la page d'accueil de notre site actuel, unavoce.fr, il y a un lien pour obtenir toutes les informations, pour accéder à un Credo Funding. Et là, vous êtes mené tout simplement, il suffit de suivre toutes les indications, sachant qu'il y a un reçu fiscal, bien évidemment, qui vous sera libellé pour le don que vous aurez fait. Donc, ça, vous connaissez le principe. Et donc, c'est un sujet, un thème qui nous tient à cœur, car ça va nous permettre véritablement de garder ça pour les générations à venir, et que nous ne voulons absolument pas perdre, car c'est vraiment pour nous capital. Et je pense que c'est une demande, d'ailleurs, qui nous a été formulée maintes et maintes fois par des adhérents, des lecteurs, et qui nous disaient, mais on aimerait justement pouvoir profiter de tout ça, et on a beau avoir une collection complète, mais ça ne suffit pas. Et tout le monde
monde ne l'a pas. Eh bien, merci beaucoup de cette excellente initiative à laquelle nous souhaitons tout le succès qu'elle mérite. Si vous estimez notre cause juste et nécessaire, eh bien, venez rejoignez Una Voce et pour diffuser ce chant grégorien, comme nous le faisons depuis le début, chant grégorien, Bible chantée de l'Église, hein, et puis on vous accueillera avec grand plaisir. Merci beaucoup, cher monsieur. Merci beaucoup. Nous sommes heureux d'accueillir François Voyot du MJCF et Louis Verly de SOS Calvaire à l'occasion de la bénédiction et de la pose d'un calvaire qui aura lieu le 23 juillet prochain à Persac dans la Vienne. Alors, d'où provient cette initiative de restauration ? Alors, c'est tout d'abord en 2020 que le maire du village a contacté un des villageois pour restaurer un calvaire très, très important, 12 mètres de haut. Donc ce villageois ne pouvait pas le faire par lui-même, par ses propres moyens, et connaissant l'existence de l'association SOS Calvaire, il nous a contactés. Et donc nous avons travaillé sur ce projet. C'est le plus gros projet de remplacement de croix qu'on ait eu à effectuer pour le moment. Et devant la richesse de l'histoire de ce calvaire, on s'est dit qu'on allait travailler avec le MJCF dans l'organisation de la procession et sur la partie aussi historique de la croix. Alors, quelle est l'origine de ce calvaire, justement ? Alors, ce calvaire a une histoire très particulière, puisqu'il a été planté il y a 150 ans maintenant, par Monseigneur Pie à l'époque, évêque de Poitiers, le futur cardinal. Et donc, ça avait déjà une grande ferveur populaire à cette époque. Et puis, il y a eu 2 restaurations de la croix au XXe siècle, donc en 1910 et en 1964. Et donc là aussi, il y avait une grande ferveur catholique à cette époque. On estime à 2000 personnes le nombre de participants en 1910 à la pose du calvaire. Et donc, 2022, c'est l'occasion de renouveler cette ferveur avec SOS Calvaire et donc nous, le MJCF, en refaisant cette procession comme ils l'ont fait à l'époque, à nouveau en portant la croix d'une tonne à bout de bras. Une tonne ? Une tonne de bois, et sur 12 mètres, et donc en accompagnant ça, bien sûr, d'une fanfare de chant en l'honneur de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, en quoi consiste ce chantier ? Alors, c'est un chantier assez complexe, car il s'agit de remplacer une croix de 12 mètres. Donc, dans un premier temps, on a démonté la croix, on a décroché le Christ, c'est un Christ qui fait déjà 400 kilos, qui mesure 2 mètres 20 de haut. Donc on a décroché ce Christ-là. Ce Christ est toujours à Persac. Il est restauré par les habitants de Persac qui ont décapé, enlevé la peinture et là qui actuellement sont en train de repeindre le Christ. Et l'association, nous, on se charge de fabriquer la croix. Donc il a fallu d'abord commander la pièce de bois. C'est en quel bois ? C'est du chêne. Voilà, du chêne. Donc on l'a commandé, on l'a fait scier l'année dernière, pareil, en 2021. Et donc actuellement, elle sèche à la scierie et prochainement, là, dans les prochaines semaines, nous allons raboter la pièce de bois, enfin, les 2 pièces de bois, et procéder à l'assemblage et à la taille de la croix. Voilà. Et donc le jour J, nous allons donc amener la croix par camion grue sur la place du village. Et cette croix va être portée par plus de 50 jeunes du MJCF. Donc en procession sur tout un parcours jusqu'au lieu du calvaire. Et une fois sur place, elle sera donc fixée, érigée grâce à une grue qu'on aura amenée sur place. Donc il y aura un camion grue qui élèvera cette croix et qui la posera sur son socle. Eh bien, dites donc, c'est impressionnant. Alors, quel est l'accueil, justement, de la population, des autorités civiles, des autorités religieuses ? Y a-t-il eu des manifestations de la libre pensée s'élevant contre cette atteinte à la laïcité ? On est sur un terrain communal ou sur un terrain privé sur l'érection ? C'est un terrain privé qui appartient à un villageois. Et alors, donc, pour le moment, il n'y a pas encore eu de manifestation. On espère Suite à l'émission, ça va venir, voilà. Je vous promets. On espère quand même qu'ils nous feront cette publicité. Alors, l'accueil a été très bon, très chaleureux même, par le maire d'abord, qui, bien que je ne crois pas qu'il soit catholique, soit très heureux de replanter cette croix, puisqu'elle appartient au patrimoine du village. C'est une croix qui domine le village et les habitants y sont très attachés. Et donc, c'est un village de combien d'habitants ? C'est très petit, je crois que c'est moins de 1000 habitants, il me semble.
Et donc, justement, les villageois, ils sont très attachés. Certains étaient enfants à la pause de 1964. Donc, ils vont redécouvrir un peu cette ferveur, cet enthousiasme qu'il y avait du catholicisme populaire, qui était très enraciné à l'époque, encore dans les années 60. Donc, c'est une signification particulière. Et donc, l'idée, c'est d'élargir cet enthousiasme, cette chaleur à toute la jeunesse de France et à tous ceux qui voudraient y participer, tous ceux qui n'ont pas eu la joie de connaître le catholicisme enraciné et vivant en France. Et bien là, c'est l'occasion de restaurer du patrimoine, d'entretenir la mémoire du patrimoine, mais aussi d'en vivre cet idéal catholique. Et donc, on espère que tous ceux qui pourront viendront s'associer à ce bel événement. Alors, où se situe Persac par rapport à Poitiers, puisque je pense que c'est la ville la plus connue de la Vienne, et comment vous rejoindre? Quel est le programme précis? Faut-il s'inscrire? Y a-t-il un repas de prévu? Voilà, comment faire quelque chose en France s'il n'y a pas de repas de prévu? Comment ça se passe? C'est quoi le déroulé des opérations? Alors, donc nous, on a... Alors, c'est où Persac, d'abord? Persac, c'est au sud-est de Poitiers. D'accord. Donc l'association a mis en place une page de projet sur notre site www.soscalvaire.org sur laquelle on peut déjà s'inscrire à la pause. Nous, ça va nous permettre de mieux nous organiser, notamment pour le repas final qui est proposé par la mairie. Donc voilà, soutien de la mairie. Donc s'inscrire à la pause, soutenir aussi financièrement le projet, donc c'est possible sur notre site. C'est un projet qui monte à 10 500 €. Donc voilà, on a vraiment aussi besoin du soutien de chacun de ce côté-là. Et pour tout ce qui est covoiturage et organisation sur place, il faut s'adresser à François. Donc voilà, l'idée est de mobiliser toutes les familles, tous les jeunes de France. Et notre association étant basée un peu partout en France, on essaye d'organiser des covoiturages de toutes les régions pour ceux qui souhaiteraient s'y rendre mais qui habitent loin. Et donc pour ça, il faut nous contacter sur notre site MJCF et donc par mail info@mjcf.com. Et également par téléphone si certains le souhaitent, puisque nous essayons de répertorier un peu toutes les voitures qui partent de France. Et puis pour ceux qui souhaitent participer activement, que ce soit à la procession dans les champs ou pour porter la croix directement, là aussi il faut nous contacter sur le même site ou au même numéro, bien pour qu'on puisse constituer des équipes encore plus complètes. Souhaitez-vous rajouter une information que je ne vous aurais pas donné l'occasion d'exprimer? Venez nombreux, soutenez ce beau projet, puisque c'est un beau témoignage pour la France et pour la religion catholique. Merci beaucoup. Donc notre émission s'achève. La prochaine aura lieu le 26 juin prochain. D'ici là, que Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit nous garde. Bon dimanche et bonne semaine à tous.